Incroyable. Bonjour à tous. Sachez que ce talk est un petit miracle. Vous allez voir pourquoi dans une seconde. Déjà parce que pour ceux qui avaient été très attentifs et qui avaient fait leur planning à l'avance, normalement la personne qui lui donnait ce talk c'était Florent. Et comme vous pouvez le voir, il y a une différence notamment de couleur de cheveux. Parce qu'en fait Florent est à Dubaï. Et pour ceux qui ont suivi l'actualité, il y a 2 ou 3 jours, il y a eu un petit problème à Dubaï, c'est qu'ils ont pris 25 cm de flotte dans la tronche. Et du coup, il est bloqué à Dubaï. Et du coup, c'est moi qui ai dû le remplacer. Alors moi, il se trouve que jusqu'à il y a encore à midi, j'étais encore à Montpellier et la veille, j'étais encore à Perpignan dans ma famille. Donc voilà, c'était un petit miracle que ce talk ait lieu, même si en vrai, c'était peut-être pas important de faire autant d'efforts pour ça. Donc voilà, c'est moi qui vais faire ce talk aujourd'hui. Donc je m'appelle François Technay, je suis tech lead sur le produit qui s'appelle Conductor Gateway chez Conductor. En gros, je fais un proxy Kafka. En gros, c'est un proxy qui se met au milieu et qui intercepte des messages Kafka, qui va faire plein de choses avec. On fait des choses très intelligentes, on fait aussi des choses très connes. Et on essaye de faire en sorte que Kafka devienne plus facile à utiliser pour tout le monde et faire des choses que Kafka pourrait faire mais ne veut pas faire par défaut. Alors ce talk, c'est aussi un petit peu quelque chose comme ça. Je sais pas trop ce que... Enfin si, je connais le produit, mais bon, c'est pas moi qui ai fait l'abstract, c'est pas moi qui ai fait le CFP, c'est pas moi qui ai fait les slides initialement, je les ai repris hier. Et j'ai fait des démos dans l'après-midi. Donc voilà. Désolé par avance. Néanmoins, on va essayer quand même de s'amuser tous ensemble. Alors, premièrement, les slides promotionnels, je suis obligé, parce que bon, comme ça, je me fais rembourser l'aller-retour, même si j'aurais profité de cette conf environ 15 minutes. Nous, on est conducteurs, on fait de l'outillage au-dessus de Kafka. En gros, on fait une UI qui vous permet de visualiser des choses, on fait du self-serve pour vous permettre d'opérationnaliser plus facilement du Kafka, on fait une gateway qui vous permet de faire des trucs, et on est dans une nouvelle version, on essaye de rajouter plein de choses, et c'est pour ça qu'on a travaillé autour de SQL. Alors, déjà, on va essayer de faire un truc, c'est d'identifier un problème. Parce qu'il y a un truc avec Kafka qui est très cool, c'est qu'il y a de la data dedans, on est tous d'accord, j'imagine que vous avez tous un Kafka si vous êtes dans cette salle, et globalement, la data dans Kafka, c'est génial parce que ça ressemble à ça, votre quotidien. Voilà. Paf, livreur Amazon, vous déposez dans un topic, on verra ce qui se passe après. Kafka, il fait des choses aussi très cool qui fait que vous l'utilisez quasiment tous. C'est qu'il valide quand même les données. Donc on tamponne et on double tamponne quasiment tout. Ah ouais, alors là, par contre, l'Internet avait le plus rapide de tous les temps. Hein. On verra ce que ça donne. Donc en gros, Kafka vous fait de la garantie sur la donnée. C'est-à-dire qu'une fois que Kafka vous a dit qu'il avait pris un message, il ne va pas disparaître, il est résilient, etc., etc. Donc Kafka fait pas mal de choses. Donc là, pour le moment, tout va bien. J'ai résumé tous les avantages de Kafka. Mais il y a peut-être un petit problème avec tout ça. Pourquoi je suis sur cette slide-là? Très grande question. Il s'est passé quelque chose de bizarre avec Internet, j'espère que ça ne doit pas bousiller la présentation, excusez-moi. C'est que Kafka, c'est pas bon pour faire de la query. Parce que Kafka, c'est un ring buffer distribué, voilà, hein, globalement, c'est un gros log. Le problème, c'est quand vous voulez faire une recherche dedans, globalement, la seule chose que vous pouvez faire, c'est relire tout le log pour chercher ce qui vous intéresse. Donc, c'est très bon pour faire du stockage de données, Kafka, en tant que tel. C'est très bon pour partager de la donnée entre des applications qui savent exactement ce qu'elles veulent lire et qui veulent lire un stream de données, hein, c'est la partie streaming, mais c'est vraiment nul pour tout ce qui est querying. Bon, alors après, globalement, il y a des choses qui ont évolué, parce que bien évidemment, comme tout le monde, au lieu d'utiliser un outil pour ce pourquoi il a été créé, on veut utiliser des choses autour. Il y a plein de gens qui se sont dit « Hey, si on faisait de la query avec Kafka ?» Donc on a commencé à faire des choses, Kafka Stream, etc. Il y a KSQLDB, c'est en rapport avec mon talk, qui a marqué SQL, Parquet, Kafka. Donc il y a DB et il y a SQL dedans. Enfin, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bon, en termes de query, c'est un peu nul. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé comment ça marche chez SQL, mais ils ont un peu le même problème que nous, en fait, au final. C'est que si je fais une table qui ressemble globalement à une agrégation de trucs sur des rows Wikipédia, en fait, juste faire une petite agrégation comme celle-là, qui est globalement un vieux select avec un count, hein, associé avec un petit groupe by, pas grand-chose de compliqué, en fait, ce truc-là, il doit être modélisé, puisque KSQL, en fait, lui, ce qu'il a besoin, c'est de modéliser cet état. Il projette un état et il relie la totalité du topic, et il va projeter, il va garder un état, pour être capable de vous le redonner. Donc en fait, il fait de la projection. Sauf qu'il y a des moments où on se retrouve dans un cas complètement hilarant, comme celui-là, où en fait, on se retrouve à avoir une projection qui est plus lourde que les données initiales. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a doublé la taille du topic juste en voulant faire une projection.
je pense qu'on est tous d'accord que si vous écrivez cette requête KSQLDB, vous ne voulez pas dupliquer votre donnée, en fait, globalement. Vous, ce que vous voulez, c'est juste faire une projection. Au pire, c'est un peu lent, mais ce n'est pas votre intérêt que ça duplique la taille sur les disques. Bon, et en plus, en parlant de tout ça, c'est que vous devez savoir à l'avance ce que vous cherchez, donc c'est nul à chier pour tout ce qui est discovery. Bon, et puis nous, chez Conductor, on a quand même une mission, globalement. Hein, c'est que y a Kafka, c'est bien, Kafka, ça fait plein de pognon, mais il y a Confluent, parce que tout le monde a une Confluent parce que c'est eux qui maintiennent Kafka. Donc nous, il faut bien qu'on trouve un moyen de gagner de l'argent autour de ça. Donc, en fait, on vous fait de l'outillage, on rend les choses faciles. Et on fait plein d'outils, mais on s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à régler? Parce que si on prend la donnée qui est dans Kafka, parce qu'il y en a beaucoup de la donnée, où est-ce qu'elle finit généralement pour ce use case, ce petit problème-là qu'on vient de voir la query? Si on est très honnête, on est incapable de le dire dans 100% des cas, mais il y a quand même un cas qui revient assez régulièrement, c'est que ça finit par rentrer dans une DB quelque part. Insérez ici la DB que vous avez dans votre entreprise, ça peut être une PG, ça peut être un BigQuery, ça peut être un truc avec du stream processing qui va finir dans un Flink, enfin avec un Flink qui va finir dans un gros ClickHouse, un Apache Pinot, bref, mettez ici ce que vous voulez, globalement ça va dedans, et à partir de ça, vous faites des dashboards et vous l'utilisez pour faire la discovery. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un truc, en tout cas c'est ce que Florent me dit tout le temps, même il le répète très souvent, c'est que apparemment SQL c'est un peu la boîte magique qui fait que tout le monde adhère. Pourquoi? Parce que SQL, apparemment tout le monde le connaît, j'imagine effectivement que si vous êtes dans cette salle, c'est que vous savez un minimum faire du SQL. SQL c'est compris par à peu près tout le monde et ça je peux pas vraiment lui donner tort. C'est vrai que SQL c'est un des métalangages qui permet de discuter entre développeurs, sysadmin, la partie tout ce qui est opérationnel de tout ce qui est platform engineering, tout ce qui est data science aussi. En gros, c'est un des rares langages sur lequel on peut tous discuter, se comprendre à peu près régulièrement. Le tooling SQL est mature. Ça, vraiment, on ne peut pas l'enlever. Hein. Ça fait longtemps qu'on fait tous du SQL. Du coup, il y a plein de choses pour pouvoir faire du requêtage SQL. Il y a plein d'outils qui existent. C'est très utilisé. Et globalement, le SQL, c'est partout. Donc, en prenant cet état de fait de Kafka, c'est nul pour query, et SQL, c'est quand même sympa parce que ça nous permettrait de taper pas mal le marché. On s'est dit, OK, il y a peut-être quelque chose à faire avec tout ça. Bon, alors, normalement, la première que vous connaissez, c'est Kafka Connect. Kafka Connect, le fameux problème, hein, je prends du truc de Kafka, j'envoie des choses dans une DB, qui ne connaît pas le fameux JDBC source sync de Kafka Connect, et vous dumpez tout ça dans votre DB. Voilà, vous utilisez juste ça. Bon, globalement, ça marche bien 3 minutes, mais dès qu'on arrive en production, on commence à avoir des petits soucis, que vous avez sûrement déjà vus, qui sont « Ok, je dump depuis Kafka et je dump dans une base, mais quelle data je dump? Quel topic? Quelle projection? Qu'est-ce que je veux voir? Qu'est-ce que je veux pas voir? Qui a le droit aussi ?» Problème généralement avec le Kafka Connect, est-ce que vous gérez bien vos ACL à travers ça? Est-ce que vous avez bien modélisé toutes vos ACL dans Kafka qui permettent de faire en sorte que la donnée soit envoyée de la bonne manière? Est-ce qu'à la fin, vous n'allez pas avoir de la donnée qui va être rendue publique là où elle ne devait pas? Autre problème aussi très régulier, gestion de la sécurité par-dessus, tout ce qui est airbag. Est-ce que vous avez bien garanti que la sécurité de la donnée que vous allez envoyer dans votre DB est bien maintenue? Bon, tout ça, un peu compliqué à savoir. Et si vous demandez généralement au sysadmin, on vous dira, en fait, c'est pas mon problème, parce qu'en fait, il faut que tu me donnes le modèle sur lequel je dois travailler. Et pareil pour les gens qui font du Kafka, ils ont déjà bien assez de mal à gérer du Kafka. Donc, c'est là où on s'est dit qu'on avait peut-être un coup à jouer. On s'est dit, ça serait pas mal de travailler sur ce problème, de dire comment on pourrait faire en sorte de vous filer un outil qui vous permette de partir de votre Kafka et de pouvoir faire de la discovery, du SQL dessus de manière à peu près rapide, efficace et sans trop prise de tête. Par exemple, ne pas avoir à s'embêter à demander énormément de DB à quelqu'un, des problématiques de configuration, de droit, tout ça. Bon, alors là, c'est le moment où Florent est parti un petit peu. Moi, là, dans la vie de l'entreprise, je suis en train de travailler sur la nouvelle grosse release de Gateway, tout ça. Et puis, je vois un Florent qui part dans la nature et qui arrive à un moment donné, qui nous dit en réunion avec les ingénieurs, je trouve un truc incroyable, regardez, c'est trop bien, c'est DuckDB. Bon, alors on le regarde et on fait, non mais Florent, bien sûr qu'on connaît DuckDB, bien sûr que ça fait du bruit dans la sphère data, qu'est-ce que tu viens de nous inventer avec DuckDB? Non mais il dit, mais attends, regarde, on va faire du DuckDB et on va utiliser Parquet. Donc Parquet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format de fichier qui vous permet de compresser de la donnée, d'avoir un accès colonne, un fichier qui a une structure avec des métadatas en accès colonne, ce qui fait qu'il est très rapide en lecture et qui permet de faire des choses assez efficacement. En plus, c'est arrivé un peu après, mais je ne sais pas si
tout le monde l'a vu passer, le 1 billion row challenge, le fameux, je sais plus qui c'est qui avait envoyé ça à un moment donné en disant regardez, essayez de faire un truc avec 1 milliard de tuples que je vous donne, essayez d'être le plus rapide possible. Et il est arrivé, il nous montre, regarde, avec DuckDB parqué, en 7 secondes, on fait 1 milliard de tuples. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose avec ça? Bon, bah ok, pourquoi pas. Donc on fait quelques tests. Et du coup, c'est là où on va commencer à travailler dedans. Alors pourquoi est-ce que c'était sympa? Pourquoi est-ce que ça lui a plu? C'est simplement parce que, en fait, cette requête, select étoile from un fichier parquet, en fait, ça marche directement pour ceux qui n'ont jamais fait de DuckDB. Hein. Je peux vous montrer ça. Hop. Pardon, excusez-moi. Là. Donc, non, je suis au bon endroit. Là, si je prends je suis sur un code Java standard, je suis sur un DuckDB driver, ok, j'ouvre une connexion, et en fait, je vais juste créer un statement en disant, voilà, j'ai un fichier parquet ici. Ce fichier parquet, en fait, j'ai juste une petite routine qui traîne dans le fond, qui est là, que j'ai hardcodé cet après-midi, qui globalement fait juste un dump Avro d'un topic en Avro vers du parquet. Et derrière, automatiquement, je peux me retrouver à faire des calls dessus. Et on peut voir que là, j'ai query 10 180 € instantanément sur ma machine. Voilà, j'ai juste eu quelque chose qu'à dumper. Et le dump, il m'a pris, vu que Kafka, c'est pas très bon pour query, mais d'un autre côté, lire séquentiellement, c'est quand même assez performant aussi. Donc dumper ce fichier, si jamais je vous le mettez, ça prend à peu près moins d'1 seconde. Et c'est assez linéaire comme truc. Après, on parlera benchmark peut-être à la fin, mais bon. Globalement, ce que je suis en train de montrer, c'est que avec un tout petit peu de code, parce que là, il y a quoi? Il y a 40 lignes. Je peux déjà vous faire quelque chose qui fait de la requête SQL directement sur de la donnée qui vient de Kafka, et je peux faire des modifications dessus, je peux faire des agrégations. Le fichier le supporte bien. Par exemple, je ne sais pas ce que j'ai dedans, je ne connais même pas la table. Disons qu'on va aller ici, hop. Je ne sais même pas ce que j'ai dessus. Au secours, je ne connais pas les colonnes. Ok, je ne connais pas les colonnes, mince. Excusez-moi, purchase. Customer ID, allez, hop. On va faire un group by de Customer ID, hop. Group by Customer ID, et on va faire un count. Et on va mettre Customer ID. Donc, normalement, là, on a quelque chose qui devrait à peu près tourner. Voilà. Donc là, j'ai fait mon row, vous voyez. Il n'y a pas besoin d'avoir anticipé quelque chose, on n'est pas sur de la projection, on est sur quelque chose qui est de la query temps réel, c'est juste parce que Parquet a des métadatas et a un accès colonne, ce qui fait que DuckDB est capable de l'interpréter. DuckDB a son SQL Engine qui est à peu près cohérent, du coup, on peut faire des choses assez rapides, entre guillemets, de manière assez simple. Donc ça, c'est le premier truc qui est arrivé, il nous a montré ça, il a fait « Ouais, regarde, c'est trop marrant ». Bon, très bien. Bon là on regarde, on fait Florent, par contre tu sais que les fichiers parquets, il y a quand même un problème, c'est que vu que c'est quand même des données avec un accès colonne, etc., c'est pas un truc qu'on peut lire et écrire en même temps. Donc c'est un peu chiant, tu vois, on va falloir qu'on gère les fichiers, il va falloir qu'on dump et qu'on fasse des rotations. Il fait t'inquiète, regarde. Il gère aussi le fait que si jamais tu as plusieurs fichiers, tu peux faire une requête sur plusieurs fichiers en même temps. En disant, ok, en fait, donne-moi tous les trucs qui ressemblent à topic quelque chose. Donc là on a commencé à tester. Donc, je vous montre, là effectivement, vous remarquerez que typiquement j'ai fait des batchs globalement de fichiers parquets par 10 000 éléments de mon topic. Et du coup j'ai fait ok, bon bah très bien, on va faire la même chose, hop là. On va le faire à partir on va demander tous les trucs qui viennent de purchase. Et effectivement, vous voyez que là on a lu 72 781 € pour le coup. Donc qui est globalement là où on en est sur mon topic. Bon, très bien, pourquoi pas? Après tout, hein, pourquoi pas? Après, il arrive, il me dit, regarde, c'est incroyable, ça peut même gérer des fichiers. On n'est même pas obligé d'avoir les trucs sur la machine, parce que si les fichiers parqués, on les sert avec du HTTP, on peut directement aller les taper avec DuckDB. Il faut juste qu'on connaisse à l'avance les serveurs. OK. Et regarde, on peut refaire la même blague avec les étoiles, mais à travers du HTTP. Ce qui fait que, regarde, on peut commencer à faire un truc où, en fait, si on interprète, on se met au milieu. Vous commencez à voir le pattern proxy, on refait des choses qui est dans la tête de cet homme. Voilà. Si on fait un proxy qui prend la requête SQL et qui, en fait, quand il voit topic, il le remplace par tous les hosts qui ont le topic et qui gèrent de la donnée pour ce topic, ben en fait, on est capable de faire un système de requêtage où on va aller taper la donnée de Kafka directement et rapidement. OK.
pourquoi pas? Mais est-ce que ça couvre bien tous les cas? Et là, il va un peu plus loin, il nous fait, bah oui, oui, regarde, on peut même, grâce au moteur, au SQL Engine de DocDB, on peut même faire ça avec 2 topics. Et en fait, derrière, on a juste à aller lire des fichiers parquets différents. Il faut juste qu'on connaisse à l'avance, globalement, l'association de un nom de topic est égal à ce pattern-là de parquet. Et ce qui est incroyable avec ça, c'est que derrière, on peut rajouter des hosts, et on peut donc distribuer la donnée. Et puis regarde, on peut même faire des vues. Comme ça, en fait, on peut commencer à pré-agréger des trucs à travers DuckDB et avoir des... Ouais, ça commence à devenir beaucoup. Puis on peut aussi merger des trucs. Globalement, ce qui est intéressant à voir avec tout ça, c'est que vous pouvez faire énormément de choses avec DuckDB. Vous pouvez faire plein de manipulations de format parquet. Et du coup, il y a un truc qui est très bien, c'est que si votre besoin, il est tout simplement si vous êtes capable de dumper de la donnée, et que vous avez la taille de serveur disponible et juste le run, dumper de la donnée, prenez un DuckDB en runit, runez et faites des trucs avec. En vrai, ça tient largement la charge. J'ai vu dans beaucoup d'endroits des gens qui prennent des DB, qui envoient dans du BigQuery, qui payent du network et n'ont plus qu'à savoir quoi en faire, alors qu'au final, ils font des analyses sur 300, 400 000 euros. Ça tient largement sur du DuckDB si vous avez une machine un minimum Bifi. Hein. Bon alors, ça c'est déjà très bien, mais après il y a quand même un petit problème. C'est qu'on s'est dit, ouais, ok, très bien. Admettons, on est capable de lire de la donnée, de la dumper, de la distribuer, d'être capable de faire notre proxy, etc. On proxy sur quoi? Et là, bien évidemment, dans la tête de cet homme, merge est arrivé, bien évidemment, le protocole Postgre. Pourquoi? Parce que Postgre, tout le monde adore. C'est une DB open source cool. Et le tooling autour de Postgre est super cool. Et surtout qu'en plus, je ne vais pas vous montrer du code pour ne pas vous embêter, mais pour des gens comme nous qui font une gateway, donc un proxy sur protocole TCP, bah en fait, c'est assez simple parce qu'on a déjà les bouts de code qui nous permettent de récupérer du TCP. Et globalement, si vous voulez regarder le protocole de Postgre, ça ressemble à ça. Hein. Vous avez globalement que ces choses-là. Si vous faites du query, si vous faites du parse, du bind, un describe, un execute et un sync. C'est les 4 verbes principaux du protocole Postgre à venir implémenter pour en fait réagir comme un client Postgre. Donc c'est pas extrêmement dur. Donc bon, c'est une simple loupe à partir dessus. On peut essayer de faire ça. Et puis ça marche bien ensemble, hein, globalement. On ajoute les deux ensemble, on fait le parsing, etc. Bon, ça tourne. Il arrive, il nous montre que ça tourne, très bien. Bon, commencent là les problèmes. Déjà, vous commencez, si vous avez suivi, vous commencez à avoir des petits problèmes sur la partie distribution de la donnée. Ça commence à être pas drôle. Là, on commence à rentrer dans le dur. Parce qu'il y a un truc qui est pas fun avec Postgre, c'est que Postgre, il a un bon protocole, mais c'est un peu comme le protocole Kafka. Ce n'est qu'un système d'échange. Il se trouve qu'entre-temps, Postgre, il fait des choses, lui, derrière, il fait des choses et il répond à certaines choses. Par exemple, est-ce que vous savez comment on fait un listing des tables dans Postgre? Show tables, hein, \dt, si vous êtes dans un système local, c'est pas très très compliqué. Alors en fait, quand vous vous mettez au milieu du protocole et vous regardez ce que les outils renvoient généralement à Postgre, ça ressemble à ça. Alors là, c'est le moment où on commence à s'embêter parce qu'on commence à dire « Ok, sauf qu'on n'a pas de Postgre, nous, il faut quand même qu'on réponde les tables. Faut vraiment qu'on intercepte tout ça et qu'on arrive à se rendre compte que c'est une demande de table pour renvoyer les tables qu'on a configurées dans notre outil. Ça me semble un petit peu compliqué quand même. Bon alors, est-ce qu'on l'a fait? La réponse est non. La première chose qu'ils ont essayé de faire, c'est essayer justement de faire du remplacement dans le protocole. Ça n'a pas marché. Ils ont essayé de stocker les métadatas directement dans Parquet aussi. Spoiler, ça n'a pas marché. Ils ont même essayé d'aller jusqu'au moment où ils ont lancé un Postgre à côté, ils ont créé des tables à la volée quand ils généraient des fichiers Parquet pour pouvoir appeler Postgre dans ce truc-là pour récupérer les trucs. Bref. Tout ça pour vous dire que pendant ce temps, il y avait une autre équipe dont je faisais partie qui voyait ça à côté et qui disait mais attends, est-ce qu'on pourrait pas faire du SQL d'une autre manière sur Kafka? Parce qu'on a dit Kafka c'est bon pour stocker la donnée. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Kafka en termes de gestion pure de données c'est plutôt fort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un monde où en fait au lieu d'offloader la donnée de Kafka, de la mettre quelque part, de la gérer et de venir faire runner un DuckDB dessus, donc en fait utiliser un outil extérieur pour faire le requêtage et gérer la donnée de notre côté, est-ce qu'on ne ferait pas l'inverse? Est-ce qu'on n'essaierait pas de créer des index et de refaire un moteur SQL pour utiliser la donnée qui est dans Kafka? Alors,
C'est possible aussi. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ça, c'est moi qui ai bossé dessus pour le coup. Ça, c'est un... Il y a un topic qui fait 500 000 éléments qui est dans mon système avec des utilisateurs, etc. Et ça, c'est quelque chose qui fait une requête en cherchant quelqu'un dans la base de données, enfin dans le topic. Je vous montre ça. Et en fait, ce que fait ce bout de code derrière, c'est qu'en fait, derrière, automatiquement, au lieu d'avoir la donnée qui est envoyée dans du parquet, ce que ça fait, c'est que ça parcourt la totalité du topic et ça ne fait que de l'indexation. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un moteur d'index qui a été mis qui dit je veux indexer tout ce qu'il y a dans le topic par username. Et du coup, quand je récupère une requête SQL et que je vois que c'est par username, au lieu de reparcourir la totalité de Kafka, en fait, je connais à l'avance tous les offsets dans lesquels il y a le username qui correspond. Et donc je fais des jumps directement dans Kafka pour aller lire tout ça. Et on peut voir la différence en disant le temps d'exécution, c'est de 750 millisecondes pour le topic. Et si jamais je vous montre à quoi ça ressemble, juste pour que c'est pas la question de l'implémentation qui est importante, là, c'est la question de voir la différence. Si jamais je fais la même lecture, mais ce coup-ci sans quelque chose qui est indexé, donc là je suis vraiment sur une lecture standard que vous avez l'habitude. Donc là je trouve beaucoup plus de rows, mais j'ai mis 4 secondes à lire la totalité de mon topic sur ma machine. On voit effectivement qu'il commence à avoir une différence et on voit qu'effectivement il y a un intérêt. Bon alors, pour revenir à notre histoire, c'est là où on commence à se disputer entre nous, à savoir qui c'est qui a la bonne approche. Est-ce que c'est offloader de la donnée? Est-ce que c'est lire? Est-ce que c'est créer des index et garder la donnée dans Kafka? Bon, le problème c'est que tout ça, il faut le faire de manière pertinente et on n'a pas non plus 40 milliards de temps, il faut qu'on fasse de manière optimisée pour nos utilisateurs. Et donc au final, ce talk, il est là pour dire, en gros, on est allé très très loin dans le trou de lapin. On est allé jusqu'à offloader de la donnée, faire du parquet, monter un DuckDB, faire ça de manière distribuée. On a réimplémenté le protocole Postgre, on a fait de la modification de requêtes SQL au milieu. Mais en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire? En fait, nous, ce qu'on cherchait à faire, c'était juste trouver un moyen de dire à nos utilisateurs, en fait, on veut vous donner le moyen de pouvoir faire du SQL sur vos topics Kafka qui soit moins lourd que du KSQL DB et qui ne fasse pas les mêmes effets de bord qu'on ne veut pas. On vous donnait en fait un moyen de faire de la discoverabilité à pas cher. Parce que la réalité, c'est que des outils qui font ça, il y en a déjà plein. Parce qu'en fait, des choses qui vont de Kafka et qui vont dans des DB, il y en a plein. ClickHouse le fait, Apache Pinot le fait, Druid le fait. Vous prenez un Kafka Connect, effectivement, comme on l'avait dit au début, vous pouvez le faire. C'est juste qu'il y a des petits tricks au fur et à mesure à faire. Donc nous, notre vraie valeur ajoutée au milieu, c'est ça. En fait, au final, à quoi ça sert de s'embêter à recoder un moteur SQL, etc. C'était ultra intéressant techniquement. Mais en fait, nous, notre vraie plus-value, là où on se rend compte que les gens ont plus de problèmes, là où nos clients discutent avec nous là-dessus, c'est comment est-ce qu'on sait et comment on est capable de driver l'ownership et la sécurité des données qui sont dans le Kafka et l'envoyer dans un moteur de base de données qui est capable de les comprendre. Donc, en gros, après les démos, Kafka, c'est très bon pour faire du stockage. C'est très performant, ça a des bons locks. Vous avez même un très bon talk de Martin Kleppmann, je crois, au Kafka Summit de 2018, où en termes de base de données pure, si toutes les prémices en fait, nécessaires pour faire une base de données en termes d'acidité, etc., peuvent être là et peuvent être exploitées pour faire de Kafka une base de données. Par contre, même dans ce talk-là, il le dit, sur le stockage, c'est très bon. Par contre, sur la partie queries, il n'y a pas les prémices dans Kafka pour le faire. Et en fait, là, ce que je vous ai fait, et ce que Florent voulait, il a bien insisté pour que je le fasse. En fait, je vous ai fait l'histoire d'un fail. C'est l'histoire en fait, d'une équipe d'ingénierie qui s'est dit qu'elle allait trouver le moyen de régler le problématique de la query sur Kafka en recodant soit un moteur d'indexation, soit en trouvant le moyen d'offloader de la donnée et d'être intelligent pour réutiliser quelque chose comme DuckDB. Donc en fait, la donnée dans Kafka, c'est un sujet qui est complexe. Et surtout, le point qu'on cherche à vous passer là, c'est qu'en fait, on ne peut pas simplifier une base de données. Parce que en fait, nous, ça nous a fait rire. On a été payé à faire ça. On a fait du calcite, on a fait du DuckDB, on a fait des optimisations SQL, on a fait la partie d'indexation. Je ne vous ai pas montré derrière, mais on a fait des index avec des byte buffers et des byte maps sur lesquels on s'est amusé à lire des papiers de recherche pour trouver comment optimiser des index. Mais au final,
en gros, à chaque fois, on se retrouve avec un it depends, puisque la solution qu'on devait choisir, c'était la solution qui était globalement la meilleure, et nous, dans notre cas, en fait, bah, c'était de faire le trade-off de dire, en gros, on va mettre une database, et en fait, ce qu'on a fait, c'est on a pris un ClickHouse, et on a lancé un ClickHouse à travers notre sac, et en fait, ce qu'on a managé, c'est ben, tout ce qui est la partie loading, de faire en sorte de lire nos propres règles de sécurité, les règles de sécurité de nos clients, et d'être capable de configurer à la volée ClickHouse pour dire, bah, voilà ce qu'on fait avec. C'est globalement ça qu'on a fait. Et en vrai, la réalité, c'est que ça marche super bien, parce que, ah, dans le fond, si jamais je vous montre un Docker, on a un Docker qui est en train de tourner, et en fait, là, à l'intérieur, on a mis conducteur SQL. Et en fait, derrière, vous voyez qu'il y a un Red Panda. Si je vous montre le Kafka, il ressemble à ça. Il y a des customers, il y a des personnes, il y a des produits, il y a des purchases, ok. Et en fait, derrière, vous voyez qu'il y avait un ClickHouse server ici. Et en fait, ce ClickHouse server, il est drivé. On le fait driver par l'outil qui est là. En fait, derrière, il y a un truc qui synchronise en fait automatiquement en disant à ClickHouse, ben, voici les topics que tu dois loader, voici la sécurité appliquée, etc. Et grâce à ça, on peut se retrouver à quelque chose comme ça. Ah, par contre, ça serait bien si jamais je mettais le bon, à savoir local. Voilà. Et du coup, ici, si vous voulez, on peut faire un petit select étoile from purchases. Et donc là, en fait, on voit les données du topic. On peut se balader dedans, on peut faire de l'agrégation, etc. Et on se retrouve exactement à ce qu'on voulait à la base, puisque ici, je vois les données, et puis il y a un truc qui est quand même marrant, c'est que bah, les data sources, typiquement, je prends Grafana, des data sources SQL, il y en a. ClickHouse, il a déjà un connecteur Postgre, il a déjà un connecteur MySQL. Donc, bah, j'ai juste à venir le créer, hein, vous pouvez le voir ici. Hein, hop là, c'est un localhost 9005, en fait, on tape sur le ClickHouse qu'on drive. Et derrière, on peut faire des dashboards assez rapidement. Voilà, c'est les vieux dashboards. Typiquement, quels sont les produits qu'on a le mieux vendus. Voilà, c'est une requête. Donc si on la regarde ici, c'est un vieux select count, product ID, from, avec un order by. On peut faire des jointures entre les tables, etc. Tout ça, c'est drivé. En gros, ce que je cherche à vous dire, et ce qu'on cherchait à vous dire, c'est vous pouvez refaire votre système à vous, si vous avez ce besoin-là. Typiquement, nous, on s'amusait à le faire, on s'est rendu compte qu'il y a plein de cas sur lesquels ça marchait très bien. En fait, juste offloader de la donnée depuis un topic Kafka et la mettre dans un format parquet, c'est 50 lignes de code. Lancer un DuckDB dessus, c'est 40 lignes de code. Vous mettez un petit serveur autour, voilà, vous avez pour 200-300 lignes de code, vous avez un outil d'analytique à pas cher. Ok. Tant que vous avez le besoin et que ça marche pour vous, tenez-vous-en. Mais vous savez que vous avez des problèmes de trade-off sur la partie stockage. Bon, c'est pas très grave, tant que ça répond à votre besoin. Pareil, moi sur la partie indexation, au final, on s'est un peu pris la tête, mais faire un index qui est capable à l'avance de lire en temps réel votre topic et qui est capable de précalculer des choses comme savoir à quels offsets sont les données pour telle info, telle info, telle info, ça coûte pas très cher non plus, hein, et ça vous permet de faire des jumps très rapidement dans Kafka. Et quand vous avez la problématique du milieu, en fait, la plupart du temps, là, c'est du retour d'expérience de nous, on a fait le fail. En fait, vous êtes en train de vouloir coder une base de données. Vous vous en rendez pas compte, vous dites que vous pouvez simplifier une base de données, mais la réalité, c'est que vous êtes en train de coder une base de données. Et c'est très drôle. Moi, c'était un de mes grands kiffs de ma vie de vouloir faire une base de données. Bah, vous savez quoi, maintenant que j'ai commencé à bosser dedans, bah, j'ai encore plus envie de le faire, mais je sais que je le ferai pas au taf où je suis actuellement. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Désolé pour ce talk que j'ai repris à la dernière minute. Et j'espère que vous aurez appris quelque chose. Je suis disponible. Et bonne fin de Devox à tous. Et peut-être à l'année prochaine si j'ai été repris malgré ma performance de backup. On a 40 secondes pour des questions. Est-ce que vous avez des questions? En vrai, je ne sais même pas ce qu'il y a derrière le QR code pour le coup. C'est les slides. Ah, c'est les slides. Bravo. Question? Yep. On a choisi ClickHouse par rapport à Pinot et Druid. Alors en plus, ce qui est perturbant, parce que moi, je travaille
pour la boîte qui a le plus de contributeurs Pinot avant, mais parce que ClickHouse en fait a le connecteur Postgre, a le connecteur MySQL, et aussi un truc qui est très intéressant, c'est qu'il est capable d'utiliser un système d'authentification extérieur. Donc en fait, nous, ça permet de brancher l'authentification vers notre propre outil. C'est pour ça qu'on a choisi ClickHouse par-dessus d'autres outils, parce qu'en fait, ça fitait mieux à notre besoin, nous. Et merci à tous encore.